Quai. Ah, bonjour. Alexis Wawanalwat. Robert Blondin. Voilà, des beaux sujets aujourd'hui, Alexis, des sujets importants, des sujets plus légers, mais c'est intéressant, là. Ben oui, on va avoir dans notre entrevue, notre longue entrevue, le grand chef de la nation Atikamekw, Constant Washish, qui va venir nous parler de sa vision par rapport aux élections fédérales, ainsi que d'autres sujets. C'est un homme que j'admire beaucoup. Oui, un homme avec beaucoup de profondeur. On va parler aussi de vêtements, hein? de vêtements inspirés des valeurs des Premières Nations. Oui. Avec deux invités qui ont parti une entreprise qui s'appelle Mini-Tépi, une autochtone et une non-autochtone dans la région de l'Outaouais. Et avec notre Sherlock Holmes de la généalogie des Premières Nations, avec Éric, avec Éric Pouliot-Teasdale. Et t'es avec nous, Éric, t'es là? Ben oui, ça va bien. Hey, et tu vas nous parler il manquerait des représentants de Premières Nations dans les médias. Pourtant, ici, on en a déjà un important avec nous, là. Bien sûr, bien sûr. Alors, écoute, on t'écoute de cette lacune dans les médias. Bien, parfait. Ben, on va revenir sur le cas de Mme Suzuki, qui était la coprésidente de la commission autochtone nommée par le Parti libéral, sans qu'ils aient fait aucune forme de vérification. Encore une fois, c'est la même lacune un peu qui s'est présentée comme dans certaines universités qui ont engagé des gens qui se prétendaient autochtones et tout ça. Évidemment, bon, les journaux, les médias, tout ça, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour en savoir un peu plus sur elle. Et puis finalement, en regardant l'historique des journaux, ben, c'est une famille quand même qui était assez influente dans l'immobilier et commercial et résidentiel et tout ça, qui avait absolument aucune connexion avec les peuples autochtones. Ça semble être une chose assez nouvelle, l'auto-identification que madame avait faite d'elle-même en tant qu'autochtone et tout ça. Donc, ça nous ramène toujours au même problème, un peu comme les gens, on avait vu il y a 2 ans, des gens à l'Université du Québec à Montréal qui s'étaient auto-affirmés comme autochtones, qui avaient obtenu des subventions à l'Hôtel de Ville de Montréal, qui avait obtenu des postes en tant que représentant des Premières Nations qui n'avaient pas de source autochtone. Et les communautés ne les connaissaient pas, finalement. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un dit qu'il provient d'une communauté, si personne de la communauté vous reconnaît, il y a quelque chose, en quelque sorte, qui ne va pas très bien là, dans ça. Donc, c'est pas mal la grosse problématique, c'est que les organismes, présentement, pour faire la sélection des membres, c'est là qu'il y a une complexité. Et pourtant, on a le registraire des Autochtones au Canada. C'est comme un peu le registre d'état civil des Autochtones au fédéral. Pourquoi on ne l'utilise pas? C'est un grand mystère, parce que pourtant, bon, c'est les premiers habitants du Canada. Peu d'emplois sont offerts aux premiers habitants du Canada, qui en profitent des gens qui s'auto-identifient. Fait que c'est là qui est la grande lacune dans tout ça. Pourquoi pas vérifier? Si on peut vérifier les identités de tous les autres citoyens quand on a des questions, les gens sont obligés de présenter une preuve qu'ils sont des immigrants, des résidents permanents, et ainsi de suite. Mais quand quelqu'un s'auto-affirme autochtone, ben, c'est bien correct. Vous avez juste à faire un X puis obtenir toutes les subventions pour autochtones. Fait que c'est une lacune, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'il devrait être remédié, et puis on n'arrive toujours pas à faire une espèce de compromis dans les organismes, tant les organismes universitaires, municipaux, entreprises, et ainsi de suite. Comme au pénitencier, toujours dans les pénitenciers du Canada, il y a toujours des 10 intervenants qui se prétendent autochtones, qui ont une carte, disons, de l'Alliance autochtone du Québec, avec un ancêtre en 1640, puis qui font apparemment des thérapies de guérison pour les vrais détenus autochtones dans les pénitenciers, tant les pénitenciers fédéraux qu'il y a des prisons provinciales. Donc, c'est encore une injustice. Pourtant, on est au Canada. C'est un peu comme le même problème de l'eau courante.
on n'a pas d'eau courante, mais pourtant on a plein d'argent à donner dans plein d'autres pays. Mais on ne s'occupe pas des ressources primaires ici. Les ressources primaires. Et puis, c'est ça. Donc, c'est en quelque sorte aussi une ressource primaire pour les Autochtones, les emplois qui sont offerts, le peu d'emplois qui sont offerts, le peu de subventions. Et encore une fois, c'est des personnes d'à côté qui viennent prendre les subventions. Donc, c'est une grosse lacune, puis c'est une espèce d'impasse de l'inaction du gouvernement. Pas juste du gouvernement fédéral, tant du provincial que du municipal, toutes les instances devraient faire une révision sur leur mode de sélection de gens qui s'identifient, auto-identifient ou comment faire là, pour faire un juste milieu dans tout ça. Donc, c'est une grande problématique qui devrait être réglée, on l'espère tous, mais on voit, c'est un peu comme le barreau du Québec pourrait en fait faire une analyse un peu plus poussée sur qu'est-ce que l'usurpation d'identité, parce qu'il y a au Code criminel un article en lien avec l'usurpation d'identité, mais ça reste assez limité à qu'est-ce qui est touché par ça. Il faudrait peut-être développer une étude plus approfondie là-dessus, mais évidemment, puisque c'est un pourcentage très faible de la population canadienne, c'est pas un revenu nécessairement très assuré, surtout au Québec avec juste 2 d'Autochtones. Fait qu'est-ce que le barreau du Québec est très intéressé à pousser une étude là-dessus? C'est une bonne question. Peut-être qu'en Alberta, disons, en Saskatchewan, il y a plus d'Autochtones, les entités légales seraient plus portées à à investir du temps dans ça. Là, c'est une question qui pourrait être lancée au barreau. Je pense que ce serait une bonne chose à faire, disons, une espèce de thèse révisionniste sur les articles concernant l'usurpation d'identité. Ça mériterait vraiment d'être fait. Mais on en est vraiment à ça au Canada. C'est un peu comme l'historique de nos anciens politiciens où tout le monde... les gens, disons, qui ont fondé les terres de la couronne, c'était des poètes de l'Écosse, des poètes de l'Irlande, des gens, c'était tous des cousins, un peu, les aristocrates anglais, écossais, irlandais qui venaient au Canada, qui se donnaient des postes, un cousin et cousine, beau-frère et tout ça. Il y avait, par exemple, John Rouse, qui était attesté, le commissaire de la couronne. Et puis, un très bon ami à lui qui était, comment il s'appelait? Donc, il s'appelait John Galt, qui a été attesté à la première compagnie des terres du Haut-Canada pour commencer à périmétrer les terres puis organiser le Canada, finalement, avant la Confédération, bien sûr, tout ça. Vers 1925 à 1927, c'était le début du périmétrage. Toujours avec des espèces d'amis, copains, beaux-frères, tout comme l'agent des Indiens de Kanawake, qui était de l'Orient, qui était le beau-père de Dominique Ducharme, qui était attesté à une autre mission, qui était Kanesatake au cœur à l'époque. Donc, c'était tout des acolytes, un peu cousins-cousines, un cercle fermé, malgré qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça parce que ça soit un conflit d'intérêts, mais ça demeure toujours un peu des cercles fermés, les organismes tant gouvernementaux, provinciaux, municipaux, ainsi de suite. Ça prendrait vraiment comme un guillemet, un bon swing là, pour finalement débloquer tout ça, là. Puis essayer de devenir un peu plus prompt côté administratif, puis faire les choses un peu plus scientifiquement pour que la justice soit rendue vraiment pour tous, puis demeurer éclaircie là, pour tout le monde. Là. Qu'est-ce qu'un autochtone? Pourtant, on a le registre des autochtones, la liste des autochtones du Canada, et tout le monde se connaît éventuellement, étant donné que c'est une toute petite communauté. Donc, sur ce, je pense qu'il devrait y avoir un compromis, peut-être
et à faire avec une étude avec le barreau et puis les organismes gouvernementaux, municipaux, provinciaux, fédéraux, pour aller plus en profondeur, pour en finir vraiment avec ce dossier-là. Tu as raison, Éric. Tu poses des bonnes questions. On sait que c'est vrai que c'est un article dans le code criminel, l'usurpation d'identité, puis on le voit beaucoup. Sans que ces personnes-là subissent des conséquences légales. Ils ont des conséquences sociales. Des fois, ils sont obligés de démissionner de leur poste. Mais tu poses des bonnes questions ici, puis ça a piqué ma curiosité. Faudrait savoir à qui ça profite de ne pas régler le problème. Ben, c'est ça. En même temps, on voit qu'il y a comme l'intérêt présenté par M. Trudeau, sauf que d'aller au fond des choses, là, ça devient un peu, ça semble un peu touchy. Tout le monde semble danser sur des œufs. Quand il faut aller un peu plus en profondeur. Ben, merci, Léonie, pour ta chronique. Ben, merci à vous. Ça m'a fait plaisir. Semaine prochaine.